Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Et Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien, très bien. La question se pose maintenant parce qu'on en profite de plus en plus pour enregistrer à distance, donc on n'a pas la chance d'être un à côté de l'autre comme ça pouvait être le cas dans le bon vieux temps. Là, ici, c'est monsieur avec une... Vive la technologie. Oui, vive la technologie. Puis, mais quand on a commencé le podcast, il fallait absolument se rencontrer pour enregistrer. Ça prenait même des équipements un peu plus particuliers, plus sophistiqués qu'on utilise aujourd'hui. C'est la beauté de la technologie. On s'envoyait des fax, là, puis Pas tant que ça, mais presque. Ce que je me souviens, puis d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que notre invité aujourd'hui, c'est la personne qui a fait le premier podcast. À l'époque, j'étais seul, là, mais le podcast numéro 1, le premier invité, c'était Éric Côté. Et c'est lui aujourd'hui qu'on a pas au bout du fil, mais au bout de son micro, qui lui aussi est à distance. Allô tout le monde. Vintage Eric. Ici avec ma petite canne et puis ma marchette. Puis je vais vous parler du bon vieux temps quand on enregistrait, dans le temps qu'on utilisait des technologies pas mal plus primitives. Non, mais effectivement, là, ça ne nous rajeunit pas parce que là, on va commencer bientôt la 15e année du podcast. Puis Éric, ben, tu avais participé à la première émission. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi le sujet de du premier podcast, sur quoi on l'avait fait? Donc, j'ai été obligé d'aller chercher sur Internet pour retrouver c'était quoi, parce que après 15 ans, c'était plus présent. La mémoire fait défaut, hein? Alors, c'était à l'époque, on voulait parler des sites web multilingues, ainsi que des certifications .net, puis des nouveautés qu'il y avait justement dans Visual Studio. Puis à l'époque, je pense que ça devait être Visual Studio 2003. Donc, c'était le 22 novembre 2004. Alors, ouais. Donc, à l'époque, c'était à l'époque le Framework 1.1 et c'était encore neuf. Les gens, ils tripaient là-dessus parce que c'était une technologie émergente où est-ce qu'il y avait plein de promesses à propos de l'évolutivité puis où est-ce que ça allait aller. Mais c'est un marché complètement différent d'aujourd'hui. À l'époque, les compétiteurs de Microsoft étaient pas du tout les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas encore de Facebook. On roulait encore sur Windows XP. Ouais. Pas de YouTube. Pas de YouTube non plus. Alors, c'était vraiment une autre époque pour la création d'applications web. Puis pour nos auditeurs qui sont plus jeunes, qui se disent qu'est-ce qu'ils ont à raconter de leurs vieilles histoires. Donc, on va faire un petit saut quantique. Éric, on t'a eu aussi comme invité à la 100e émission du podcast. Donc, on avait fait un peu une émission spéciale, puis on avait profité de cette occasion-là pour te revoir. Je sais que tu avais fait aussi d'autres émissions entre la numéro 1 et la numéro 5. Mais là, bizarrement, écoute, ça, ce qu'on se rendait compte, c'est que on est rendu à quoi, l'émission 222, puis là, ça faisait un bout là qu'on n'avait pas la chance de faire un podcast avec toi. Donc, je suis content, moi, de pouvoir... Ben oui, surtout qu'on va jaser d'un sujet qui est d'actualité, pas une vieille technologie. Absolument, on va se rajeunir un peu. Hein, non, mais pendant des années, j'ai donné de la formation .net et donc je donnais des cours sur Visual Studio 2005, 2008, 2010, 2012, 2015 et puis 2018. Et puis devinez quoi, les technologies continuent d'évoluer, mais à un moment donné, on s'aperçoit qu'elles deviennent aussi un peu plus matures. On peut dire aujourd'hui que le .NET Framework est un produit mature, il évolue à une vitesse beaucoup plus lente. Et là où est-ce que les nouveautés sont, c'est dans le .NET Core. Mais le .NET Core n'a jamais eu, si je pourrais dire, vraiment la cote auprès des développeurs. Parce que ça voulait dire auprès des développeurs, hey, nos applications, il va falloir les adapter et réécrire certains morceaux parce que ça ne fonctionnera pas comme avant. Il y a des choses qui changent. Hein, on va pas gérer les applications comme avant. C'est bien le changement, mais des fois, on se dit, si je pour changer, est-ce que je vais changer vers le .NET Core ou vers autre chose? Et une des grosses modes qu'il y a de nos jours, c'est le développement du côté client. C'est-à-dire que de plus en plus, on va créer des services web qui vont être justement gérés au niveau des serveurs et tout le skin, tout l'apanage du client va être géré via du HTML et une grosse couche de JavaScript. On appelle une librairie JavaScript évoluée qui va permettre de pouvoir travailler avec des sites web.
Moi, je vais me faire la mauvaise langue, mais quand justement tu parlais des années 2004-2005, on sortait à cette époque-là d'un patron qui était fortement utilisé par les gens pour construire des applications, le fameux patron client-serveur. C'était quoi le client-serveur? C'est que tu avais une application client-lot et qui pouvait être écrit par exemple en WinForm, c'est-à-dire une application, et tout ce qu'elle faisait, ça faisait des accès directs aux bases de données, c'était la partie serveur. Et aujourd'hui, c'est ça que j'aime ça rappeler ça, aujourd'hui, on revient à ce modèle d'architecture-là, client-serveur, dans la mesure où est-ce que là, on a un client très riche, souvent on va dire c'est un single page application, donc c'est une application qui a une seule page, donc tout est en JavaScript de façon dynamique. Et la partie serveur, ben c'est une interface REST en arrière. Donc, c'est sûr que là, on fait pas des appels natifs avec le langage de la base de données. On utilise le web avec les requêtes HTTP. Mais, mon Dieu, à haut niveau, c'est la même architecture. Donc, les cycles se suivent et à 20 ans d'intervalle, on fait juste reproduire encore le même modèle ou est-ce que, grosso modo, c'est du client-serveur qui est encore omniprésent. Absolument. Et je pense qu'une des choses qui a beaucoup influencé aussi, c'était le développement des applications téléphoniques. Quand les applications téléphoniques sont arrivées, ben il fallait qu'ils aillent chercher l'information sur les serveurs. C'était pas à travers des pages web, mais plutôt à travers des services REST qui étaient basés sur du JSON. Mm-hmm. Et puis ça a tellement influencé par la suite le développement des mobiles que ça s'est répercuté dans le développement web normal. Et de nos jours, c'est rendu un modèle qui est quand même intelligent parce que ça dit quoi? Ça dit que tu vas pouvoir faire tes services une seule fois, puis ils vont être cross-platform. Tu vas pouvoir les utiliser autant sur le web que sur iOS, que sur Android. Tout à fait. Et moi, Eric, je serais curieux de savoir ton parcours. C'est-à-dire que, tu sais, si on t'avait rencontré à fin des années 2010, tu étais clairement identifié comme un développeur Microsoft, qui utilise les technologies Microsoft, tu faisais du C#, oui, t'étais quelqu'un qui faisait du web, donc t'as jamais caché ton amour pour le web, tu donnais beaucoup de formations autour de ASP.NET. Mais là, comment on passe en moins de 10 ans de quelqu'un qui vivait dans un écosystème totalement Microsoft à être maintenant dans un écosystème open source sur React? Ben, en fait, il y a eu un peu de nécessité derrière ça. Une des choses que t'as pas dit, c'est que le marché a changé. Aujourd'hui, il y a des compagnies encore qui veulent faire leur site web en ASP.NET, mais ils sont de moins en moins nombreux. Pourquoi? Ben parce qu'ils s'aperçoivent que la technologie a ses limitations et il y a quelque chose à dire à propos de la popularité des single page apps. Mm-hmm. Parce que les frameworks SPA ont énormément une maturité et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'aide là-dessus. Hein, si vous allez sur Stack Overflow, il y a 5 plus 10 ans, faire un SPA, on avait pas toujours de l'aide de qualité. Mais aujourd'hui, on l'a. Et donc là, le marché a un peu changé. On s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour développer les choses un peu autrement, pour être vraiment cross-platform. Et naturellement, ça vient d'une grande philosophie où est-ce qu'il y a des gens qui se sont mis derrière ces gros frameworks-là. Alors, il y a Google qui s'est mis derrière son framework, comment il s'appelle déjà? Angular. Angular, exactement. Et puis, Facebook s'est jeté dans l'arène en 2013. Ils ont créé React. Et puis, c'est drôle parce que React, au tout début, était pas du tout... il n'était pas populaire comme il aurait pu le devenir aujourd'hui. Puis les gens étaient un peu sceptiques parce que React demandait de faire un peu des pratiques qui n'étaient pas les best practices de l'époque. Hein, on demandait... Mais la genèse de React chez Facebook, ça commence comment à peu près? Ben c'est super intéressant. Alors, la genèse, c'est que ça commence en 2011. Il y avait quelqu'un qui devait justement faire un peu de maintenance sur le site de Facebook Ads. Puis, imaginez-vous que il voulait pas utiliser PHP. Il voulait s'éloigner de ça, puis il s'était dit, y aurait-il moyen de réécrire ça en utilisant du code client simplement, puis avec des services REST. Et puis là, c'est là que l'idée du prototype de React est née. Et il a décidé de faire une approche qui allait être hautement intéressante, où est-ce que les composantes allaient être, si je pourrais dire, compositionnées, c'est-à-dire elles allaient être composées de sous-composantes. Et React allait être essentiellement un framework où est-ce qu'on allait afficher récursivement des composantes dans d'autres composantes.
Tout à fait. Hein? Et cette élégance-là fait que les composantes restent relativement petites, simples à analyser, et on est capable, grâce à la composition, de faire quand même des choses très, 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 très complexes, sans que ça soit trop difficile pour le développeur à maintenir. On peut te dire, parce que je sais pas si tu mettrais dans le même... on a parlé d'un côté qu'il y a React, c'est le sujet d'aujourd'hui, mais il y a Angular qui est un autre framework très populaire. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un troisième joueur? Est-ce qu'on pourrait mettre Vue.js comme étant une troisième alternative ou tu la considérais pas comme un framework? Écoute, Vue est une troisième alternative, absolument. Moi, je la vois comme une troisième alternative, autant que React. Il y a pas un... J'ai eu moins la chance de jouer avec Vue, moi, personnellement, mais je sais que Laurent Duvaux prépare présentement un cours sur Vue, et puis ça va être intéressant quand ça va sortir. Puis, parce que, grosso modo, il n'y a pas vraiment une compagnie, par contre, derrière Vue, là. C'est plus comme une réaction des gens qui se sont dit, ben écoute, React, c'est pas simple, c'est des frameworks qui demandent beaucoup d'investissement initial pour les maîtriser. Même chose avec Angular. Puis l'approche Vue, c'était plus de dire, ben regarde, on va partir de ce qui est le web de base, puis vous allez pouvoir bâtir. Mais dans les trois cas, il y a toujours la même objectif, tu l'as clairement dit, c'est de diviser le contenu de nos pages en composantes qu'on se veut le plus réutilisable possible. Puis et c'est un peu ça la métaphore initiale, c'est que les gens regardaient le visuel et disaient, ben, écoute, c'est un ensemble de composants, je pourrais-tu construire mon application sur cette approche-là? Puis c'est là qui est né React, qui est son équivalent du côté Google avec Angular, avec cette approche-là. Puis est-ce qu'on pourrait dire que ça a tellement même influencé le web que l'approche maintenant qui dit vous allez pouvoir en HTML créer vos propres balises et attacher vos balises à une composante, c'est un peu cette évolution-là de ces frameworks-là pour les standardiser même dans la définition même de qu'est-ce qui est le HTML? On pourrait dire aussi l'inverse. On pourrait dire que peut-être que la standardisation justement des composants HTML a pas justement eu l'attraction que ça devait, parce que présentement, aujourd'hui, ces composants-là sont compatibles sur le browser de Chrome, mais ils sont pas compatibles avec Edge ou avec Firefox. Et la raison numéro 1, c'est à cause que justement l'approche que prenait justement quelque chose comme React rend un peu les composants moins nécessaires, c'est moins urgent. La React remplace justement cette architecture-là, mais tout simplement en gardant tout compatible avec les navigateurs existants, sans avoir besoin de tout redéfinir. Parce que essentiellement, tu me diras si je suis dans l'erreur, mais grosso modo, ce que vont faire ces frameworks-là, c'est que tu vas juste définir les balises d'inclusion de l'application et eux, dynamiquement, vont recréer toutes les balises et à l'exécution, ce qui va permettre justement d'avoir une seule page qui est toujours affichée dans le navigateur, ou en tout cas le navigateur, le browser va penser qu'il y a toujours une seule page. Et c'est pour ça que là, d'avoir des balises HTML nommées statiques devenait beaucoup moins importante, là. Exactement. Alors, imaginez-vous que dans React, il y a un langage qui s'appelle JSX. Et JSX, c'est ce qui va permettre justement d'écrire directement dans JavaScript des composants qui vont ressembler beaucoup à du HTML. C'est pas du HTML, c'est quelque chose qui va être justement par la suite interprété par un précompilateur et qui va justement prendre ce langage JSX-là et le transformer en instruction JavaScript. OK. Donc là, React apparaît, l'embryon de ça, c'est en 2011, mais voit le jour réellement en 2013. Je crois que c'est annoncé à des conférences Facebook dans ces années-là, 2013. Exactement. En 2013, ça a été annoncé, c'est exactement ça. Puis à l'époque, ça n'avait pas fait un gros splash. Parce que justement, les gens disaient ça c'est bon pour Facebook, c'est bon pour leur infrastructure compliquée, mais beaucoup de développeurs étaient plutôt sceptiques parce que justement, on introduisait beaucoup de choses là-dedans. Exemple, une des choses qu'on introduisait, on mettait avec JSX des balises qui ressemblaient à du HTML directement dans le langage de programmation JavaScript. Okay. Et beaucoup de programmeurs résistaient à ça. Ils disaient mélanger du code avec des balises, c'est une mauvaise idée. Ça nous ramenait quasiment à l'ancêtre les fameuses pages ASPX qu'on faisait avant l'an 2000. Là. Exactement. Mais sauf que dans ce cas-là, on mélangeait du code dans nos balises. Là, on faisait l'inverse. On mélangeait des balises dans notre code. Mais
Mais là, toi, en 2013, t'as pas fait le saut immédiatement vers React. Là, t'étais encore quelqu'un qui est dans l'écosystème Microsoft. En fait, le marché a beaucoup résisté et on pourrait dire que React a pas eu beaucoup de traction avant 2015. Et en 2015, il s'est passé quelque chose de spécial. Facebook qui ont commencé à justement se dire, hey, on pourrait peut-être prendre justement la composition de React avec justement son environnement JSX et tout ça. Et à la place de générer des balises qui vont aller vers le DOM, on va générer des instructions qui vont générer une interface pour les téléphones. Et donc, c'est là qu'est né React Native. Et là, les gens ils ont commencé à remarquer. Parce que le problème d'écrire des applications mobiles qui sont cross-plateforme est un problème bien réel. Et c'est clair qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer de résoudre ce problème-là. Mm-hmm. Puis il y a deux grandes façons de le faire aujourd'hui, de résoudre ce problème-là. Une approche est de dire on va créer des applications natives avec des équipes différentes. Il va y avoir une équipe iOS, une équipe Android. Puis eux, leur but, c'est de développer des applications avec les expériences natives. Et l'autre approche, c'est de dire on va utiliser un framework qui va convertir une sorte de programme qui est cross-plateforme. Et donc ça va être l'approche l'approche utilisée par exemple par Xamarin. Mm-hmm. Dans le monde Microsoft, et naturellement React Native dans le monde ici de React. Puis il y avait aussi une autre approche qui existe que je vais peut-être juste parler. Il y avait le fait de dire on pourrait créer une application qui va faire afficher une sorte de page web. Et ça serait plus l'approche de Cordova. Mm-hmm. Où est-ce que là, on peut afficher dans notre application une page web et avec une interface HTML. C'est ça, finalement, clairement, on n'essaie pas de reproduire une interface native, mais on dit on va reproduire une interface utilisable qui en se basant sur des contrôles web et mettons en entreprise où est-ce que là l'importance d'avoir une expérience fine identique à ce qu'on vivrait mettons sur un iOS ou un téléphone Android est moins importante. Puis il y a eu beaucoup d'adoption quand même en entreprise pour les frameworks, les applications Cordova, en tout cas transporter du web vers Cordova. Mais je pense c'est ça. Mais là, je voudrais être clair. React Native, c'est pas du Cordova. React Native, c'est le fait de dire qu'on n'aura pas de surface HTML. On va avoir un environnement JavaScript qui va rouler tout ce qu'on appelle le JavaScript. Mais le JavaScript va ensuite parler à travers un bridge, un pont, pour pouvoir justement faire afficher une interface native directement sur le téléphone. Puis, mais là, un des avantages, ce serait-tu que tu peux réutiliser beaucoup de ton application React pour cibler une plateforme web en plus des plateformes natives? Ben en fait, on va recycler la philosophie, mais on va pas, malheureusement, on pourra pas recycler tant le code que ça. Pourquoi? Ben parce qu'aujourd'hui, à l'heure qu'on se parle, React Native, les composants qu'il génère ne sont pas compatibles avec les composants web. Ceci étant dit, il y a des gens qui ont essayé de régler ce problème-là, puis ils ont dit, hey, puisqu'avec JSX, on peut avoir différentes destinations, et Facebook fournit 2 destinations, ils ont fourni ce qu'on appelle iOS puis Android. Puis d'autres compagnies qui ont commencé à fournir d'autres destinations. Et donc, comme destination, on peut avoir les applications UWP de Microsoft. Mm-hmm. Puis on peut avoir les applications les applications web. Alors, il y a quelqu'un qui a commencé à faire ça. Et c'est clair que c'est pas parfait parce que des choses qu'on fait dans le monde, si je pourrais dire React Native, qui n'ont pas de correspondance dans le monde web. Okay. Mais ça marche quand même. Et quelqu'un qui veut aller dans cette route-là, il pourrait donc faire le développement de cette manière-là. Donc, si ton équipe de développement est familier avec React pour développer des applications web, le passage au mode mobile avec React Native est quand même assez naturel. Ben, ce que je veux dire, c'est que c'est très, très, très facile d'apprendre React Native si tu connais déjà React. Et vice-versa, si tu connais React Native, c'est facile de faire le saut vers React. Parce que dans les deux cas, on programme de la même façon et la seule chose qui va changer, c'est le langage JSX. Okay. Je donne un exemple. Plutôt que d'avoir une balise P pour un paragraphe, ça va être une balise texte quand on est sur un téléphone. Puis plutôt que d'avoir un input type button, on va avoir un contrôle de type button. Vous saisissez un peu, donc il faut juste réécrire nos éléments différemment entre le monde web puis le monde mobile, mais c'est quand même intéressant.
Puis au niveau de l'architecture d'application, là, donc tu nous parles du framework, tu nous parles du langage. Comment ça marche? Est-ce qu'on construit des classes en JavaScript? Alors oui, on va utiliser des classes en JavaScript et c'est intéressant parce que on va utiliser souvent quelque chose comme Babel. Babel, ça va nous permettre de faire du cross-compiling, c'est-à-dire prendre du JavaScript moderne et de le rendre compatible avec du JavaScript peut-être plus classique. Comme ça peut rouler sur les vieux navigateurs. Et oui, tu as parfaitement raison. Donc, on va pouvoir facilement utiliser des classes et quand on va nous développer, on va utiliser toute la nouvelle syntaxe d'ECMAScript 6 sans aucun problème. Par contre, on va pas conseiller certains paradigmes de programmation. Exemple, on va conseiller aux gens quand ils vont utiliser du React, et ça c'est dans la documentation officielle de React, on va dire aux gens, évitez de faire ce qu'on appelle de l'héritage multiple et utiliser à la place, comme façon de faire, de la composition. Et donc, le but de React, c'est qu'on va avoir justement des composantes qui appellent d'autres composantes, ce qui va nous permettre de composer tout ça dans une sorte de grande infrastructure ou de hiérarchie qui va être intéressante quand on va vouloir utiliser notre page. Là, tu as parlé de Babel comme une des langages qui est finalement un des outils. C'est pas un langage, c'est un outil. Mais grosso modo, qui s'appuie sur le JavaScript moderne. Est-ce qu'il y a beaucoup d'adoption dans la communauté React vers utiliser un langage comme TypeScript qui, lui, va te permettre aussi de pouvoir faire de la transpilation vers du JavaScript ou vraiment le monde React est pas très chaud à TypeScript? Donc, présentement, on peut dire que React, à mesure qu'il devient de plus en plus mature, il y a de plus en plus de gens qui commencent à pousser pour amener TypeScript dans cet environnement-là. Donc, aujourd'hui, si vous allez sur la documentation officielle de React, on parle un peu de TypeScript du bout des lèvres et on explique comment on peut l'intégrer, mais tous les exemples et tout le développement est fait en utilisant du JavaScript. Et on fait pas beaucoup d'efforts pour rendre ça complètement. Donc, c'est vraiment un élément différenciateur avec Angular. Ou Angular, clairement, on vise à amener les gens dans un monde TypeScript. En tout cas, puis en ce moment-là, on dit aux gens, vous allez pouvoir rester dans votre paradigme totalement orienté objet. Tandis que dans le monde React, ce qu'on vous dit, c'est, utilisez donc le langage JavaScript pour ça, pourquoi il est très bon, c'est-à-dire comme un langage fonctionnel, pas seulement comme un langage orienté objet. Donc, c'est vraiment un élément différenciateur entre les deux frameworks. Oui, c'est un élément différenciateur. Mais par contre, on s'entend, le fait de devoir justement créer des types, c'est quelque chose qui est quand même nécessaire. Donc, Facebook qui ont proposé une extension qu'on appelle Flow. C'est une librairie qui permet d'ajouter à JavaScript des types. Par contre, la librairie Flow n'est pas aussi évoluée que TypeScript. Et donc, il y a beaucoup de gens qui poussent à plutôt éviter des choses comme Flow, puis utiliser et vraiment pousser vers TypeScript pour vraiment être sûr et certain qu'on va avoir... Mais comme je vous dis, la communauté de React est très large et c'est pas clair qui va gagner dans ce combat-là. Hein? C'est pas clair de savoir est-ce que TypeScript va s'imposer ou au contraire, est-ce que les gens vont continuer d'utiliser Flow ou est-ce qu'il va y avoir une troisième solution qui va s'imposer? Ça, c'est... T'amènes un point intéressant, c'est c'est une librairie open source. Est-ce qu'il y a comme une tête dirigeante en quelque part? Est-ce que ça vient de Facebook? Est-ce que il y a un core de développement qui donne les grandes lignes, qui fait comme un roadmap des nouvelles fonctionnalités implémentées? Alors le projet React a été développé originalement par Facebook. Aujourd'hui, c'est un vrai projet open source, donc il est vraiment mené par la communauté, mais les plus gros contributeurs au projet, ce sont des gens de Facebook. Et Facebook continue beaucoup de pousser de ce côté-là. Facebook utilise aussi beaucoup React dans leur entreprise. Hein. Ils disent toujours eux autres qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle version de React, ils doivent s'amuser à faire des tests unitaires sur toutes les composantes existantes pour être sûr et certain que ça brise rien quand on sort une nouvelle version de React. Et ils ont quelque chose comme 300 000 composants. Donc
Donc, quand ça a passé le test chez Facebook, c'est-à-dire que c'est comme ça, c'est déjà un bon in que ça devrait passer le test Absolument. chez vous, là. Mais React évolue beaucoup, puis là, naturellement, on veut lui faire amener pour la prochaine version des gros changements. On veut justement ajouter des fonctionnalités asynchrones à React pour qu'il soit capable justement de s'adapter au niveau du processeur, notamment pour qu'il puisse justement mieux gérer quand on a beaucoup de travail à faire sur le CPU. Puis aussi pour s'adapter au niveau de ce qu'on appelle la bande passante. Comme ça, il va pouvoir faire du meilleur caching, de telle façon que si les réponses n'arrivent pas trop rapidement, on va pouvoir afficher peut-être une vieille réponse. Et donc, ces choses-là qui s'en viennent, j'ai appelé ça le React Async parce que c'est les fonctionnalités asynchrones de React. Ben, ces choses-là vont changer beaucoup de choses. Et ce qu'ont annoncé l'équipe de React, c'est que là, on va briser des choses. Quand on va utiliser justement le nouveau mode async, beaucoup de composantes vont briser. Eux, ils prévoient, Facebook, 5 ou 10% des composantes vont briser avec le mode async. Donc, un peu comme il y a eu une brisure à un moment donné dans l'évolution d'Angular. Entre Angular 1 et 2, là, il y a eu en fait, c'était majeur, là. C'est plus le même produit. Là, on parle d'une évolution, mais qui va être, il va y avoir une cassure, mais pas aussi majeure que Angular 1 à 2. C'est moins majeur que ce qu'Angular a vécu, puisque dans ce cas-ci, on parle juste essentiellement de rendre incompatibles certains composants, notamment quand ils vont utiliser ce qu'on appelle certains événements. On a changé le life cycle d'événements, et donc ce life cycle d'événements-là va faire que les applications qui avant fonctionnent, là, ils vont plus fonctionner. Mais Eric, moi, je débute un nouveau projet, là. Puis là, il faut que je choisisse mon framework. Pourquoi j'irais vers React? J'irais vers React parce qu'il y a 3 grandes choses qui vont t'attirer vers React. Premièrement, l'élégance de React. C'est le fun d'utiliser le JSX. C'est intéressant de pouvoir programmer de façon simple et naturelle. L'API de React est pas très compliqué. En général, tu vas chercher la documentation pas très souvent, une fois que tu connais ça, parce que ça s'apprend relativement rapidement. Alors ça, c'est des gros plus pour React. Une deuxième raison pourquoi que React est très, très intéressante, c'est qu'il y a une panoplie d'extensions qui existent pour React. Il existe des extensions parce qu'on a créé des contrôles, des composants. On a créé des outils additionnels qu'on va pouvoir installer dans notre navigateur. Donc, dans Chrome, on a une extension pour travailler avec React, puis avec aussi avec les propriétés de React, avec le life cycle de React. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Ouais, pour le débogage. Ça va être le fun. Puis le troisième point, c'est la communauté. Une très grosse communauté React, ce qui veut dire que quand tu as une question ou tu es bloqué quelque part, tu as beaucoup de gens qui sont prêts à venir t'aider et à te dire qu'est-ce que tu dois faire pour régler ça. Donc, ça, c'est les 3 gros plus d'utiliser React. Puis toi, en 2015, là, React Native fait en sorte que le framework React devient plus sur la carte, si on peut dire. Toi, à cette époque-là, t'as toujours été un formateur. Je sais pas, tu dois donner une centaine de cours par année si c'est pas plus. C'est comme ça que tu gagnes ta vie depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, en 2015, tu donnes beaucoup de formations autour du web et j'imagine que c'est là que tu commences à t'intéresser ou à migrer vers React ou tu continues à toucher à jQuery, donc au web plus classique, expérimenter avec Angular. React, c'est quand même un gros saut quantique parce que là, tout d'un coup, on passe d'un développement d'applications strictement client parce que moi, quand je faisais mon JavaScript à l'époque en 2015 avec jQuery, des choses comme ça, ben tout se faisait au niveau client. On n'avait pas besoin d'avoir toute la boîte à outils que React demande. Alors, quand on veut justement utiliser React, on va avoir besoin d'un serveur qui va justement, un serveur qui va faire beaucoup de travail au niveau de comment on va packager toutes les composantes de React. Et donc, ce qui est utilisé aujourd'hui et recommandé par Facebook, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Webpack. Webpack, c'est justement un serveur web dans lequel on a intégré à l'intérieur des outils pour pouvoir faire de la minification de JavaScript, pouvoir les bundler ensemble. Et en plus, il va pouvoir avoir intégré Babel.
En plus, il va pouvoir faire ce qu'on appelle du hot reloading, c'est-à-dire que s'il voit qu'il y a une partie de ton code source qui a changé, il va surveiller ton code source, il va justement repackager puis avertir justement ton application qui roule qu'il doit reloader une partie du script. Et ça, c'est le fun, le hot reloading. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que je développe, je fais juste faire save sur une page web et 2 secondes plus tard, sur mon navigateur, cette page web-là, maintenant, apparaît différemment. Donc, on se retrouve un peu à ce qu'on pouvait vivre avec quand on faisait du Visual Basic 6 à l'époque, où est-ce que tu développais puis tu faisais juste F5 et ça, bon, là, c'est même plus intelligent, c'est-à-dire qu'il détecte que tu as fait une sauvegarde pour le rafraîchir. Exactement. Mais il y a quand même une courbe d'apprentissage. Puis je pense que c'est de cette courbe d'apprentissage-là que t'es venu l'idée, toi, de dire, je vais monter un programme de formation spécifique sur React. Parce que développer en React, c'est facile, mais tout cet outillage-là que je viens de nommer, que ce soit Webpack, que ce soit Babel, que ce soit les linters, nos jours, on utilise souvent ESLint pour pouvoir nettoyer notre JavaScript. Toutes ces outils-là additionnels vous permettent d'avoir un bon programme React, mais ces outils-là, il faut les maîtriser, puis ça aide d'avoir une formation pour voir comment on les maîtrise. OK. Donc, toi, tu as commencé à mettre en place, à monter une formation. C'est quelque chose d'assez nouveau, là. C'est quelque chose qui est là depuis à peu près 1 an, peut-être, parce que moins que ça, environ 6 mois. Ça fait depuis environ 6 mois que vraiment je travaille avec ça pour donc là, on l'a pas dit, mais t'as mis en place une formation React Academy, un peu sur le même modèle que Laurent Dubois a fait avec Angular. Puis ce que Guy va faire aussi du côté Azure. Donc toi, c'est... Exactement. Alors, on va devenir de multiples écoles, toutes sur la bannière qui s'appelle Code Academy. Et donc, Code Academy va être composé de React Academy, Angular Academy, Azure Academy et Vue Academy. Puis, on va peut-être en rajouter d'autres dans le futur, qui sait. Je sais pas, surtout qu'on a peut-être un Python Academy dans le futur. Ou quelque chose d'autre. Puis, à ce moment-là, est-ce que c'est React Academy est-ce que c'est .ca? Oui, c'est .ca, reactacademy.ca. Puis c'est pas très difficile à trouver. Puis c'est le fun parce que j'ai eu beaucoup d'intérêt depuis que j'ai sorti ce site web-là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je m'aperçois qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont prêtes à faire le saut. Puis ils sont prêts à faire le saut justement parce qu'ils espèrent justement profiter autant de React Native que de React. Ouais, dans les avantages que tu as mentionnés tantôt, tu mentionnais 3 avantages. Je pense que c'est un 4e avantage qui est assez intéressant, c'est-à-dire que une fois que t'as compris, que t'as appris à React, si tu veux faire des applications mobiles, ben c'est la voie naturelle. Oui, exactement. C'est une voie naturelle. Si tu es un spécialiste du web et tu veux faire le saut, ça devient vraiment plus simple. Mais je veux être clair que c'est 2 produits séparés. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, React est un release qui est à la version 15. Tandis que si vous regardez React Native, on est à la version 0.56. Le 0 indique que c'est pas encore un produit fini ou achevé. D'après les gens de Facebook, ça, c'est encore en voie de changer. Et puis, il va y avoir encore des breaking changes qui vont venir. Parce que, justement, le produit n'a pas le type de maturité qu'a React aujourd'hui. D'ailleurs, tout récemment, il y a eu un long article sur le site web Medium avec, justement, la compagnie Airbnb qui était un des premiers gros early adopters de React Native. Si on regarde le nombre de contributions, il y a Facebook en haut, puis en dessous, il y a Airbnb. Puis eux, ils avaient vraiment lancé beaucoup de développement à travers ça. Et ils ont annoncé tout récemment dans ce gros article-là, qui a été publié le mois dernier, ils ont annoncé qu'ils allaient abandonner la plateforme React Native pour aller vers des plateformes natives. Donc là, maintenant, ils vont lentement mais sûrement abandonner le React Native. OK, donc... Les besoins ont changé sûrement? Les besoins ont changé, puis leur équipe est devenue plus grosse aussi, donc les raisons qui leur avaient justement fait aller vers React Native à l'époque, c'était le fait,
on n'a pas de développeur natif, mais là, on veut justement faire rapidement notre site web. Ben là, il y avait quelque chose de très logique et naturel. Mais là, maintenant que Airbnb sont beaucoup plus gros, maintenant qu'on engage des spécialistes, justement, qui font du iOS ou des spécialistes Android, eux autres, ils disent, moi, je pourrais te faire ça avec en plateforme native. Mais par contre, en entreprise, on a des équipes de développement qui sont plus réduites, donc c'est avantageux, là. Oui, en entreprise, ça fait encore du sens. Et puis, tant que vous ne serez pas de la taille de Airbnb, ça vaut vraiment la peine de développer en utilisant du React Native. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes dans l'article Airbnb. Ils disent que 70% des développeurs qui faisaient du React Native ont eu une bonne expérience avec React Native. Et c'est très rare qu'on voit des frameworks de programmation qui ont ce niveau de popularité-là. Eric, si j'aimerais commencer avec React, ça me prend quoi comme outillage? Alors, pour démarrer avec React, en général, quand on est débutant, on va commencer avec ce que je pourrais appeler l'outillage de base qui est Node. Tous les outils de React ont été bâtis par-dessus Node.js. Donc, il faut installer d'abord Node.js sur notre ordinateur. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ensuite, on va avoir intégré dans Node quelque chose qui s'appelle NPM. NPM, c'est le Node Package Manager. Et ça va nous permettre de télécharger des librairies et des composantes additionnelles. Et avec NPM, on va pouvoir installer quelque chose qui s'appelle le Create React App. Alors, ce que c'est le Create React App, c'est justement un projet de démarrage produit par Facebook. Et c'est leur projet de démarrage recommandé. Quand on crée une nouvelle application React, ils recommandent d'utiliser Create React App. Et ce que ça va faire, le Create React App, quand on le roule, c'est qu'on va taper tout simplement Create React App, espace, le nom du projet. Et là, ce qu'il va faire, il va créer un dossier avec le nom du projet. Et dans ce dossier-là, il va intégrer tout ce qu'on a de besoin pour notre projet. Il va intégrer Babel, il va installer Webpack, il va installer les linters, il va installer les procédures de test. Il va tout installer ça. C'est une grosse poutine qui prend peut-être 1 minute ou 2 minutes à installer. Puis c'est un bootstrapper de projet, là. C'est un bootstrapper de projet, exactement. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, on peut commencer à explorer qu'est-ce que créer. On va avoir un dossier qui va être un dossier JavaScript qu'on va appeler source. Et là-dedans, c'est justement la source JavaScript. Puis on a un autre dossier qui s'appelle le dossier public, dans lequel on va avoir ce qu'on appelle les choses qui ne seront pas compilées. Puis c'est intéressant. On s'en va dans le dossier source, on voit le JavaScript, puis on commence à faire des modifications puis à jouer avec ça. Puis là, on peut modifier notre première application. Donc là, Eric, ça te prend un éditeur, j'imagine, à ce moment-là. Oui, oui. Moi, j'utilise personnellement Visual Studio Code, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est très populaire dans l'industrie de nos jours, Visual Studio Code. Et puis, il existe aussi d'autres outils spéciaux pour React, notamment qui nous aident à travailler avec des composantes React. Mais j'ai trouvé que c'était pas pertinent pour moi et j'ai préféré utiliser Visual Studio Code. Donc, grosso modo, ça se résume, mais tu installes Node, tu utilises le Node Package Manager NPM et Visual Studio Code et en quelques minutes, tu es up and running, prêt à commencer à regarder ton code source, là. Absolument. Ceci étant dit, on pourrait quand même utiliser React sans avoir besoin de Node, sans avoir besoin de toute l'infrastructure de JSX. Et dans ce cas-là, on ferait juste se lier aux librairies, puis on écrirait du React, j'ai appelé ça du React Old School, c'est-à-dire que on va avoir des composantes où est-ce qu'on va créer des éléments avec des points create element, et ça va remplacer justement tout le langage JSX. Mais c'est pas très, très élégant, par contre, à voir ce code-là. C'est peut-être pas orthodoxe, ça suit pas le pattern de développement standard de React? C'est exactement ça. Ça va être un standard, par contre, plus familier pour les gens qui sont habitués de faire du Mais JavaScript. c'est une erreur? C'est une erreur de choisir ce chemin-là? Ben, il y a des gens qui vont choisir ce chemin-là tout simplement parce que ils veulent pas faire quelque chose de très, très complexe. Exemple, ils veulent ajouter une petite composante React, puis ils veulent pas avoir à installer justement tout le stack de développement associé avec React. C'est parce que si j'ai une page assez simple à faire, là, qui a pas beaucoup d'éléments, qui va être simple à faire, est-ce que je suis mieux de pas utiliser React ou React, si je suis formé, si je suis familier avec React, il y aura aucune différence, ça va aller plus vite pour moi?
ça va aller plus vite pour toi si tu utilises, tu veux dire, avec l'infrastructure de Create React. En fait, la question, c'est pour un site ou une page qui est assez simple. Est-ce que ça vaut quand même la peine, même si je suis familier avec React, de lancer, en fait, d'en faire une application Est-ce que React est une bonne solution pour une page simple? Et moi, je te dirais à première vue que c'est pas une excellente solution pour une page très, très, très simple. Parce qu'il y aura pas beaucoup de valeur ajoutée. Là, ça devenait intéressant, c'est quand tu commences à faire quelque chose qui est un peu plus complexe ou encore quelque chose qui est répété sur une page. Je te donne un exemple. Tu veux faire un formulaire. Si ton formulaire a juste 1 ou 2 champs, il n'y aura pas beaucoup d'avantages à le faire avec React. Mais là, si, admettons, ton formulaire est relativement complexe, là, tu te dis, hey, est-ce que je suis obligé de recommencer à programmer les mêmes éléments que j'ai faits avec, par exemple, l'élément du formulaire précédent, ou est-ce que je veux gérer, par exemple, la validation, ou est-ce que je veux gérer, par exemple, la saisie, ou est-ce que je veux gérer, par exemple, des couleurs, ou encore des pop-up. Là, ça devient pas mal plus intéressant à ce moment-là d'utiliser React. Puis, j'imagine que React, comme tous les autres frameworks, pour ce qui est de tout ton CSS, là, tu choisis le framework qui t'intéresse. Là, ça peut être Bootstrap ou t'as aucune contrainte de ce côté-là. Là, c'est vraiment typiquement. Ben, tu peux utiliser, en effet, React avec du bon vieux CSS et ça va très, très, très bien fonctionner. Par contre, il y a d'autres façons de travailler avec React et le CSS qui sont un peu différentes. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, React est géré via du JavaScript. Et donc, à la place de justement créer notre CSS séparé, comme on ferait d'habitude, on pourrait dire, on va intégrer ce CSS-là directement dans notre JavaScript. On se crée un gros objet JavaScript dans lequel on décrit justement notre CSS et on l'utilise par la suite dans nos composantes. Puis là, le gros avantage qu'on va avoir de faire ça, c'est que là, on a un vrai framework CSS qui est programmable puisqu'il est fait en JavaScript. Donc, ça devient facile pour nous de pouvoir dire, par exemple, que je voudrais que l'espace entre ce paragraphe-ci et là soit le double du paragraphe précédent. Ou, tu sais, on est capable de faire des choses un peu plus calculées facilement quand on va arriver avec ces notions-là. OK, donc finalement, c'est un peu comme si tu utilisais une métaprogrammation de CSS, mais directement en JavaScript, plutôt que d'utiliser des choses comme SAS, comment on dit, SAS, qui te donne ce genre de fonctionnalité-là. Là. C'est ça. Alors, les gens qui veulent continuer d'utiliser SAS ou encore LESS ou CSS, ils peuvent continuer de le faire encore et ça fonctionne très bien. C'est juste une autre corde qu'on a à notre arc de pouvoir justement développer ça. Et ça va devenir intéressant quand on va avoir justement besoin de créer des composants qui doivent être justement utilisés sur différentes pages. Tu sais, je vous donne un exemple. Vous avez besoin de créer, par exemple, un composant qui doit avoir un certain skin, un certain look, mais vous voulez que le look soit le même que vous utilisiez Bootstrap ou encore un autre type de style sheet. Il n'y aura pas de problème. Tu sais, on vous dit, faites juste le créer dans le JavaScript directement. Puis là, votre CSS va vous suivre partout avec cette composante-là. Donc là, on est vraiment en train de créer une composante avec son rendu visuel intégré dedans. Exactement. OK. Donc, une des choses que je remarque, puis peut-être que je me trompe, mais c'est très, très, très... on parle beaucoup de la visualisation, ce qu'on voit à l'écran, donc on crée des composantes pour chacune. Donc souvent, on va diviser notre page en différentes zones en disant, OK, j'ai cette zone ici, ça va devenir une composante. À l'intérieur de cette zone-là, qui est une composante, on va avoir des sous-composantes. Donc, c'est vraiment la représentation visuelle qui drive la façon que tu construis que tu architectures ta page finalement ou ton rendu. Et c'est exactement ça. Et donc, ils poussent ça à un point tel que tu peux même encapsuler tout le CSS à même le code de la composante. Et on revient vraiment à ce qu'on avait originalement il y a 20-25 ans quand on créait une application client-lot, c'est-à-dire tout le code est là dans la page JavaScript. Ouais, mais il n'y avait pas de CSS, non, Mario, à l'époque. C'est pas grave, d'un point de vue conceptuel, c'est la même approche, là. Oui. Éric, au niveau des données,
Comment ça fonctionne? Donc, je dois taper sur mon back-end pour récupérer des données via, j'imagine, une interface REST. Est-ce qu'il y a du data binding? Comment on a fait? On va chercher cette information, puis comment on l'affiche? Alors, le modèle React est basé sur ce qu'on appelle, non pas le two-way binding, comme on pourrait l'avoir dans Angular, il est basé plutôt sur le one-way binding, où est-ce que toutes les choses sont drivées par ce qu'on appelle les les composantes racines, et ces composantes racines-là vont justement provoquer des re-renders sur les composantes en dessous. Alors, quand on a besoin de faire une mise à jour, de la façon que ça va marcher, puis je vais te dire quelque chose de vraiment ridicule. Si vous voulez juste faire apparaître un contrôle et vous voulez taper quelque chose dans un input box, vous allez avoir besoin de créer dans votre input box un événement qui va justement faire mettre à jour les données vers le composant racine. Donc, c'est assez intéressant de voir ce modèle-là parce qu'essentiellement, c'est des choses que le two-way binding nous évite. En fait, du two-way binding, ce qui arrive, c'est que dès que je modifie mes données qui sont affichées, ça modifie le modèle. Et vice-versa, quand je modifie le modèle, ça modifie ce qui est affiché. Le one-way binding, donc, on a besoin de faire un peu plus de travail parce que justement, il faut faire des événements qui vont remonter à la surface ces modifications-là. Mais là, l'avantage, c'est qu'on peut éviter toutes sortes de bugs quand on commence à avoir des contrôles qui sont affichés à différents endroits dans nos pages web. C'est clairement plus difficile quand on fait du binding avec justement 5, 10, 15 fois, admettons, les données qui apparaissent sur notre page. Essayer de comprendre, les données ont été mises à jour incorrectement, pourquoi? Ça devient compliqué quand on a du two-way binding. Mais c'est très, très clair avec du one-way binding parce que le seul moyen que tes données changent, c'est quand, justement, tu appelles un événement. Donc, c'est facile de mettre un breakpoint sur l'événement puis de dire, oui, c'est à cause de ça que ça change. Donc, il y a du data binding entre les données que j'ai récupérées de mon serveur et puis c'est un one-way binding. Puis, comment je vais récupérer mes... Voici ce qu'on va faire. On va récupérer les données dans les données techniques JavaScript. Donc, de nos jours, souvent, on va utiliser, anciennement, on appelait ça du XML HTTP request, le XHR. Mais là, aujourd'hui, on utilise une nouvelle librairie JavaScript qui s'appelle Fetch et qui fait environ la même chose, mais de façon beaucoup plus élégante. Donc, c'est ça que la plupart des programmeurs vont utiliser pour aller chercher les données. Puis, on va utiliser souvent un gestionnaire d'état. Alors, le gestionnaire d'état, c'est ce qui va gérer justement le fait que un contrôle va gérer un état, un contrôle racine, et naturellement, il va pousser cet état-là vers les contrôles en dessous. Et pour gérer l'état, il y a différentes façons. On peut programmer manuellement l'état. Et quand on commence en React, c'est souvent ce qu'on va faire. Mais quand nos projets commencent à devenir un peu plus évolués, on va utiliser une librairie. Puis la librairie la plus évoluée pour gérer l'état aujourd'hui, puis je dis la plus évoluée, mais je vais dire la plus populaire parce qu'en fait, il y en a peut-être d'autres des plus évoluées, mais celle-là, elle est devenue populaire. C'est la librairie Redux. Redux qui est vraiment populaire parce que c'est simple d'approche et parce que aussi en même temps, il y a plein d'outils associés avec Redux pour nous aider à travailler avec de façon productive. Puis, Eric, tu pourras me confirmer, mais je disais aussi que, par contre, la vision des gens qui gèrent React, c'est de fournir des fonctionnalités de Redux de plus en plus directement dans le framework pour que les gens aient plus besoin de prendre Redux. Là. Tu parlais tout à l'heure d'évolution, que ça va vers du async React. C'est quand on va arriver dans l'async React, on va avoir justement de ces outils-là qui vont être intégrés à l'intérieur. Présentement, malheureusement, c'est pas encore sorti et c'est encore en développement, là, en flux. Donc, c'est pas clair encore sous quelle forme que ça va avoir lieu, ça. Mais tu as parfaitement raison. Ça, quand on va avoir justement le système qui va venir avec React Async, on va avoir justement un nouveau modèle qui va naturellement venir avec des nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont la plus intéressante, c'est le caching. Hein, des fonctionnalités de caching qui sont intégrées. Et on n'aura pas besoin de travailler trop fort pour intégrer ça. Puis est-ce que je me trompe, mais il y a la pression pour l'équipe React de faire ça, c'est qu'on trouve un peu l'équivalent avec du côté de Angular, puis à un moment donné, les frameworks se comparent entre eux autres et les gens essaient toujours de dire, nous, on a, outre le fait que notre philosophie est plus élégante, en tout cas parce que c'est quasiment religieux, à un moment donné, les gens qui font du React vont lever le nez sur comment Angular fonctionne, mais aussi ils vont toujours s'assurer d'avoir au moins les mêmes capacités.
Est-ce que je suis en train de dire quelque chose de complètement fou ou Ben, écoute, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit, OK, je dois maintenir un programme puis je dois lui ajouter des fonctionnalités, il doit se demander, c'est quoi la prochaine fonctionnalité intéressante? Et quand on n'est pas trop sûr de c'est quoi la prochaine fonctionnalité intéressante, ben, on compare puis on essaie de regarder, qu'est-ce qui se fait ailleurs. Tu sais, pensez-y un peu, JavaScript, à un moment donné, chercher des nouvelles fonctionnalités à mettre. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ah, il y a cette nouvelle chose-là en C# qui s'appelle Async Await. Ah, on va amener Async Await nous aussi. Et maintenant, JavaScript, avec ECMAScript 6, ils font du Async Await. Et c'est ça que je veux dire, c'est que oui, tu as parfaitement raison, React va regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis va dire, ouais, ça c'est une bonne idée, puis on est rendu là, donc on va l'intégrer. Quitte à justement briser peut-être la rétrocompatibilité avec des vieilles composantes. Mm-hmm. Puis du côté serveur, on a besoin de quoi? Alors, du côté serveur, tu as besoin d'un simple serveur web. Alors, tu peux mettre ça. J'ai rien besoin de typique React. Alors, ce qui va arriver, c'est que dans ton application Create React App, tu as un processus qu'on appelle le processus de build. Tu lances le processus de build. Ce que ça va faire, c'est que Webpack va prendre toutes les choses que lui fait dynamiquement, là, de te servir justement le JavaScript minifié et bundlé. Il va te le pré-bundler et te le pré-minifier directement sur un dossier qui s'appelle build. Et tu prends le résultat de ce qu'il y a dans le dossier build et tu le déploies sur n'importe quel serveur web. Que ce soit un serveur web qui est Apache ou IIS ou autre. Donc, ça roule sur n'importe quelle plateforme. Ça va rouler sur n'importe quelle plateforme qui va être compatible avec le JavaScript qui est là-dedans, oui. Donc, du côté serveur, mon code d'accès aux données, ça peut être du .NET, ça peut être du ASP.NET, du ASP.NET Core, ça peut être du Node. Alors, voici ce qui va se passer. Quand tu vas développer ton application React, tu n'auras pas, malheureusement, de développement serveur en général. La façon que ça va marcher, c'est que tu vas utiliser du développement strictement client qui va se connecter sur des web services. Et là, les web services, eux autres, ces services REST qui retournent du JSON, eux autres vont peut-être être programmés en Node, ils vont peut-être être programmés en .NET, ils vont peut-être être développés en PHP. Donc, ça n'a pas d'importance. Mais l'application React telle qu'elle, elle, c'est juste un site web statique finalement. Exactement. Qui est téléchargé la première fois et qui, après ça, vit et réside dans le navigateur. Exactement. Là, naturellement, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la performance. Comme par exemple, il y a des gens qui ont dit, hey, ce serait le fun qu'on puisse utiliser React sur le serveur. Donc, pour faire ça, pour utiliser React sur le serveur, ils ont dit, hey, on va utiliser l'environnement Node et on va pouvoir héberger React sur Node de telle façon que le premier rendu va être fait directement sur Node, ce qui veut dire que plutôt que de recevoir ce qu'on appelle le programme JavaScript, puis après ça, on va rechercher les données, on va recevoir et le programme JavaScript et les données en même temps. OK. Puisque le serveur va avoir fait le travail d'aller chercher les données pour nous. Ça, c'est pour juste éviter que la première fois, ça soit un peu plus lent. Exactement. Comme ça, tu reçois un package la première fois un peu plus gros parce que les données ont été générées par le serveur. Mais ça, c'est la seule raison pourquoi tu aurais besoin d'un serveur du côté avec Node d'installer pour t'aider à faire du pre-rendering directement sur ton serveur. Mais c'est pas la norme. C'est pas la norme parce que la plupart des applications n'ont pas besoin de cette optimisation-là. La plupart des applications sont capables de très bien fonctionner sans avoir besoin de ça. OK. Écoute, moi, je suis un développeur web, je suis familier avec jQuery, CSS, tout ça. Ça me prend combien de temps à peu près pour être up and running, là, pour être à l'aise avec React? Mon cours est de 2 jours, donc ça te donne une idée. OK. OK. Donc, en 2 jours, j'apprends la base, tout ça, puis je suis opérationnel. C'est clair que par la suite, il faut se pratiquer tout ça. Mais voici ce qui est intéressant. Les bases de React sont pas très, très complexes. On les maîtrise relativement rapidement. Puis là, ce qui devient plus dur, c'est quand on va utiliser des composantes additionnelles qu'on télécharge. Exemple, vous voulez utiliser une composante qui va faire apparaître le calendrier ou une composante qui va gérer les données comme Redux. Ben là, naturellement, ces composantes additionnelles-là vont vous prendre un certain temps pour vous faire familiariser et devenir expert avec ça.
Mais juste une nuance. Ce que tu dis, c'est on parle d'un développeur qui maîtriserait déjà le développement web, Oui. qui comprend comment fonctionnent les requêtes HTTP et Oui. tout. Oui. Est-ce que ton expérience, parce que moi en tout cas, Ouais. bon, je fais plus du DevOps, mais ce que je rencontre beaucoup sur le marché, dans les entreprises, c'est encore beaucoup de développeurs qui ont jamais touché au web de leur vie, là, qui ont été des développeurs. Les développeurs qui n'ont jamais touché au web, eux autres, ils vont trouver la marche difficile. Ils vont trouver la marche difficile parce qu'il va falloir qu'ils apprennent plein de technologies qui travaillent ensemble et qui sont pas un stack très, très unifié ou très, très élégant. Avouons-le, il y a quelque chose d'un peu ironique de dire, wow, quand je veux faire des pages HTML, faut que j'apprenne une technologie de présentation qu'on appelle HTML, une technologie de présentation qu'on appelle CSS, une technologie de programmation qu'on appelle JavaScript. Et là, naturellement, JavaScript a plusieurs versions. Donc là, il faut comprendre les distinctions entre le vieux JavaScript et le nouveau JavaScript, ECMAScript 6. Et là, naturellement, après ça, on continue avec justement des nouvelles fonctionnalités au niveau des nouvelles librairies. Puis les façons de compiler, les processus de développement, c'est pour quelqu'un qui arrive dans le domaine, le fait qu'il y a un mal de tête, ça me surprend pas. La raison numéro 1 pourquoi que Facebook ont créé Create React App, comme je disais tantôt, c'était qu'avant le Create React App de Facebook, les gens devaient configurer eux-mêmes tous les outils. Il fallait qu'ils configurent eux-mêmes Webpack, il fallait qu'ils configurent Babel, il fallait qu'ils configurent les linters, il fallait qu'ils configurent les tests unitaires. Il y avait comme plein de choses à gérer. Et ça, c'était très, très, très embêtant pour la plupart des gens. La marche était difficile pour beaucoup de gens. Ça prenait le PhD là pour faire rouler tout ça. Là. Un peu comme Angular. Angular a réglé le problème de la même façon. Écoute, je regardais au niveau des composantes, Kendo UI de Telerik, sa suite de contrôle supporte React. Oui. Donc, on voit la reconnaissance d'industrie là, lorsque des grandes compagnies comme Telerik là, adaptent leur suite d'outils à un framework comme React. Là, c'est signe qu'il y a de l'attraction. Oui, exactement. Alors ça, c'est toujours intéressant de ce côté-là. Moi, Eric, oui. Je voudrais profiter de ta connaissance du marché de la formation. Mettons quelqu'un qui sont dans l'entreprise puis qui ont malheureusement là, ils ont pas encore fait le saut dans le monde web. Il trouve où ce genre de formation? Tu sais, quand tu disais la barre est haute, il y a une formation nécessaire. Ils vont la trouver où, ce type de formation-là? Parce que souvent, ce qu'on aime en entreprise, c'est être capable, justement, comme tu sais, les gens t'engagent pour une formation de 2 jours. Toi, tu viens prendre une équipe et tu les amènes up and running avec React. Mais s'il faudrait que tu prennes une équipe qui a jamais touché le web, comment on les amène up and running juste à comprendre qu'est-ce que c'est une requête HTTP, qu'est-ce que c'est le CSS. Donc, est-ce qu'il existe des formations déjà qui sont là depuis plusieurs années, c'est juste que moi je suis pas familier avec. C'est clair que à l'heure qu'on se parle aujourd'hui, moi ce que j'ai vu, parce que moi je donne le marché aux entreprises, c'est vrai qu'il y a des gens qui connaissent pas le HTML, mais les gens qui ont réussi à éviter le HTML jusqu'à maintenant, la plupart d'entre eux ont pas le goût de l'apprendre. Je veux dire, si aujourd'hui t'as pas appris en 2018 le HTML, peut-être parce que t'as pas le goût de l'apprendre puis tu vas continuer de l'éviter. Donc en général, tu vas finir ta carrière finalement à faire, je sais pas, du C# avec du WinForms mais tu feras pas la transition. Ben, je veux dire, il est toujours possible de faire la transition, mais moi, ce que je vois dans les entreprises, c'est que on me donne toujours des développeurs web qui sont déjà des développeurs web qui travaillent avec le web depuis longtemps, puis là, ils veulent faire le ça avec React. Moi, c'est ce que je vois beaucoup dans les entreprises parce que les gens ont déjà des équipes web. Puis les gens qui avaient le goût d'apprendre le web, ils l'ont déjà fait. D'ores et déjà. Et ceux qui n'ont pas encore fait ce saut-là, et ça existe, comme tu dis, il y en a plein, mais c'est souvent parce que c'est pas dans leur perspective à eux. C'est pas quelque chose qui est intéressant pour eux. Ceci étant dit, il existe des cours, puis j'en ai déjà donné dans le passé. C'est juste que là, c'est plus difficile pour moi de m'en sortir parce que quand moi j'offre des cours sur le web, admettons sur le HTML, le CSS et le JavaScript de base, ben, je compétitionne contre des milliers de cours qui existent déjà. Et je compétitionne aussi même avec les cégeps et les universités qui offrent des cours à très bas prix. Oui. Donc, c'est clair que le marché en entreprise pour ces gens-là
il est moins lucratif pour moi, juste parce qu'il n'y a pas un grand volume. C'est ça, parce que en entreprise, les gens vont souvent dire, OK, là, on part un nouveau projet, on veut que notre équipe soit ultra performante, donc c'est là où est-ce qu'ils vont se revirer de bord puis regarder une formation comme ce que tu donnes, le React Academy, en disant, bon, ben écoute, ça fait partie du démarrage du projet, là, on veut juste s'assurer que les gens partent tous sur le bon pied. C'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est impossible d'avoir de la formation? Non, moi, j'ai déjà donné la formation en privé, justement, pour des gens qui partaient de beaucoup plus loin, puis on a parti des bases, là, tu sais, le HTML, le CSS, le JavaScript. C'est plus d'accompagnement. À ce point-là, là, c'est un mélange d'accompagnement et de formation parce que tu peux pas faire le saut là en 3, 4, 5 jours. Là, c'est absolument impossible. Oui, c'est plus compliqué en effet. Effectivement. Ouais. OK. Écoute, Éric, je pense que ça fait un bon tour d'horizon qu'est-ce qui est l'écosystème React. Puis j'espère que ça va avoir plu à nos auditeurs qui vont leur donner une meilleure vue d'ensemble. Nous, en terminant, est-ce que tu peux rappeler où est-ce que le lien là, si les gens veulent s'informer pour ta formation? Alors, ma formation se donne sur le site web reactacademy.ca. Et puis, s'ils rentrent justement le coupon rabais qui va être 2222, ils vont pouvoir profiter de 20% de rabais. Oh, donc tu t'offres même un rabais aux auditeurs. Donc, on a dit le code, c'était 2222. Oui, exactement. Parce que c'est l'émission 222. Alors... Ah, ben oui. 22. OK. Ben sur ça, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs et on les revoit le mois prochain. Donc, à la prochaine. Au revoir. À bientôt.